Parfait, nous sommes au complet. On va pouvoir donc commencer notre table ronde. Alors, on a une demi-heure. Une demi-heure, c'est assez court. Une demi-heure pour répondre à cette question. Comment mieux prendre en charge les risques liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux ou des argiles? Et donc, pour débattre sur le sujet, Vincent Ledoux, député de la 10e circonscription du Nord, rédacteur d'un rapport sur les phénomènes de RGA, publié en octobre. Je vous le disais tout à l'heure, Philippe Estingois, directeur général de l'agence Qualité Construction, qui publie régulièrement sur le sujet. Notamment l'été dernier, vous avez sorti une plaquette technique de recommandations dès la conception. Et puis Lamine Iggy-Lammer, docteur en mécanique des sols au CEREMA, dont l'une des missions est notamment de travailler sur des solutions de remédiation et surtout des solutions durables. C'est presque insuffisant, 30 minutes, non, monsieur le député, pour parler de ces phénomènes de RGA, au vu de l'importance sur le bâti, sur les routes. On compte aujourd'hui plus de 10 millions de maisons impactées en France. Vous avez d'ailleurs bien étudié le sujet. Avec votre rapport bien nommé, RGA, n'attendons pas que ça soit la cata. Alors comment on fait pour éviter la cata, monsieur le député? On s'entoure d'abord de très bons conseils de nos deux amis qui sont ici sur place, que j'ai beaucoup, entre guillemets, exploité pendant les 6 mois de rapport que la Première ministre m'a commandé, parce qu'on a quand même, il faut se le dire, des experts en France, et c'est tant mieux. Et donc on s'appuie d'abord sur l'expertise. Et vous avez raison, il ne faut pas attendre que ce soit la cata, parce que le vrai sujet, c'est qu'on a traité trop souvent le retrait-gonflement des argiles sous l'angle de l'indemnisation, c'est-à-dire une fois que la fissure est arrivée, une fois que les dommages sont apparus et une fois que les pleurs commencent à émerger sur les visages. Et donc tout l'intérêt de ce rapport, ça a été, je ne sais pas combien j'ai de temps là, comme maintenant, ou si vous me posez des questions. Je compte. Mais ça a été de dire, faisons de la prévention, puisque la prévention n'existe pas. On n'a pas mis un seul euro depuis 89, inscription du risque argileux au régime CatNat. Donc ça veut dire qu'on a un sacré rattrapage à faire. Et vous l'avez vu, nous dans le Pas-de-Calais, puisque je suis un homme du Nord, donc Nord-Pas-de-Calais c'est près de chez moi, eh bien on a eu les inondations et on les subit encore. Heureusement qu'il y a des plans depuis très très longtemps, des plans d'inondation. Et il y a des plans tempête. Il n'y a pas de plan RGA. Donc il faut très vite mettre en œuvre une prévention massive au niveau national. Deuxièmement, il faut un pilotage. Pourquoi? Parce que j'ai observé qu'il y avait du RGA partout. Dans les ministères, dans les agences qui sont plus ou moins financées par l'État, chez les assureurs. Enfin, tout le monde réfléchit sur le risque argileux. Parfois, ils se retrouvent, mais pas toujours. Ils font parfois des projets ensemble, mais pas toujours. Et donc, l'important, c'est d'avoir un portage national, un pilotage national, pour d'abord embarquer tout le monde, pour que ce soit identifié, et enfin, pour que cette question-là soit portée au plus haut niveau, parce qu'il faudra mobiliser, naturellement, à la fois la force publique, mais aussi de l'argent. Et enfin, troisièmement, et c'est très important, ce rapport, je l'ai conçu comme étant d'abord le rapport des sinistrés, qui sont sans voix. Vous le voyez dans les événements comme les inondations, comme dans la rue de Tivoli à Marseille, lorsqu'il y a une explosion, tout de suite, il y a une émotion, tout de suite, il y a une mobilisation, il y a une véritable gestion de crise qui se met en place. Ce n'est pas le cas pour les sinistrés du RGA, qui restent des sinistrés, qui ne sont pas pris en charge pour le relogement au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas de cellule de crise, il n'y a pas de soutien psychologique. Donc il faut, et pourtant vous avez des gens qui tombent malades, qui contractent des maladies, qui font de la dépression et qu'il faut accompagner psychologiquement. C'est la raison pour laquelle, dans les 30 préconisations que j'ai pu faire au gouvernement, la première doit être mise en œuvre tout de suite, c'est de demander au préfet de recenser tous les cas les plus douloureux, qu'ils soient dans une commune reconnue CatNat ou pas, qu'ils soient assurés ou pas, qu'ils soient indemnisés ou pas, mais qui connaissent de gros problèmes pour qu'on les soutienne psychologiquement et qu'on les reloge. Et enfin, quatrième point, dans le monde idéal, dans le monde meilleur, imaginons que vous soyez dans une commune reconnue CatNat, que vous soyez indemnisé, qu'on ait fait les travaux. On a à s'interroger quand même à la fois sur la qualité des travaux, mais aussi surtout sur le bilan carbone de ces travaux. Madame a dit, alors, ce n'est pas 10 millions de maisons heureusement impactées, voilà, mais qui pourraient être impactées. Effectivement, il y a les exposés. Qui sont potentiellement vulnérables. Et dans ces 10 millions potentiellement vulnérables, imaginez que la seule remédiation serait d'aller mettre qu'on appelle des pieux en béton. Vous imaginez des pieux en béton en dessous de 10 millions de maisons. Voilà. Donc je pense que d'abord le bilan carbone serait complètement désastreux et je ne crois pas que c'est le type de remédiation
dont on a besoin. Donc il faut que les chercheurs, que les docteurs comme Lamine, comme Philippe qui a une belle compétence. Moi j'aime beaucoup les gens qui ont des compétences croisées, qui à un moment donné sont dans le public, après vont dans le privé, flirtent encore un peu avec le public. Enfin, vous voyez, moi j'aime bien ces métissages. Je les aime aussi dans la diplomatie, puisque avant ce rapport-là, j'ai fait un rapport sur la réforme du corps diplomatique. Vous allez dire, ça nous emmène très très loin, mais c'est toujours finalement se dire on n'est pas uniquement dans son silo professionnel toute sa vie, mais on a des compétences, des envies, des passions, des expertises qu'on peut mettre à disposition du plus grand nombre. Voilà un peu, grosso modo, adaptation du logement au changement climatique. C'est la grande question, parce que quand vous aurez été au bout du bout de la logique, in fine, vous revendrez un bien qui a quand même été sinistré, qui a quand même été réparé, pour lequel le taux de récidive est toujours là, plus de 20% de taux de récidive, et nous sommes déjà sur des dommages de deuxième, troisième génération. Vous voyez, donc il n'y a pas de solution miracle. Et donc, il faut faire avec, et il faut qu'on comprenne qu'il y a un changement culturel. J'aurais simplement terminé par ça. Et on a besoin des maires. On est au salon des maires, au congrès des maires. On a besoin des maires. Parce que chaque fois que je me déplace, je vais dans le jardin, et j'ai mis, regardez monsieur là, vous avez vu là, vous avez des grandes fissures dans votre maison, mais juste à côté il y a un sol pleureur, il y a des cerisiers au bout, il y a une haie végétale, c'est pas forcément très bon. Ouais, mais il me dit, monsieur le maire, enfin, il m'appelle encore monsieur le maire, hey, monsieur le maire, vous comprenez, je préfère mettre mon transat pendant l'été sous mon sol pleureur. Bon, mais alors je dis, il faudra arbitrer entre vos fissures et puis le sol pleureur. Vous voyez, donc il y a aussi de l'accompagnement au changement culturel, parce que on est, j'ai appelé ça un crack climatique, on est impacté dans son logement par la crise climatique. Oui, donc il y a de la prévention, mais allons vers nos experts, cette expertise que vous mettez justement en valeur. Philippe Estingois, avec votre regard porté sur le terrain, quelles conséquences des phénomènes de RGA vous observez aujourd'hui sur les bâtiments ? Alors, donc moi, comme ça a été dit, j'ai fait plein de métiers, et dans mes premiers métiers, j'ai vu les conséquences du RGA sur les infrastructures routières, et c'était tout à fait intéressant et instructif, donc ça m'a un petit peu marqué. Au niveau de l'agence qualité construction, c'est un constat qu'on a fait aussi sur les désordres liés aux fondations superficielles. On a un observatoire des désordres dans la construction. C'était le premier désordre dans la maison individuelle, donc les problèmes de fondations superficielles. Donc ça concernait la construction neuve. Du coup, on a eu un certain nombre d'actions pour faire du prosélytisme autour des enjeux d'études de sol préalables à la construction de maisons individuelles. Et la réalité, c'est que la part de désordre lié aux fondations superficielles a tellement diminué que ce n'est même plus dans le top 10 aujourd'hui. Alors, il y a eu plusieurs phénomènes. On pense que les actions spontanées qu'on a pu mener ont été utiles. Il y a eu une réforme très intéressante, je ne sais pas si je vous l'avais signalé, monsieur le député, c'était l'évolution des règles parasismiques qui ont eu un impact positif aussi, puisque l'évolution de ces règles est cohérente avec la problématique des désordres liés au RGA. Et puis, il y a eu le fameux article 88 de la loi Elan qui, pour le neuf, a apporté un certain nombre de choses. Ce n'est pas totalement satisfaisant, mais ce sont des progrès considérables qui ont été faits. Les mesures forfaitaires sont à retravailler, et donc je l'ai dit régulièrement, mais en tout état de cause, on a des avancées là-dessus. Aujourd'hui, le problème qu'on ne sait pas encore très bien traiter, comme vous l'avez dit, c'est le problème des constructions existantes et les enjeux de remédiation sur les constructions existantes, et donc de trouver les bons outils pour pouvoir prévenir l'arrivée des désordres. On sait qu'ils vont arriver si on ne fait rien, et donc on a besoin de trouver les bons outils pour prévenir l'arrivée des désordres. Et donc en fait, les désordres arrivent en fonction d'un triptyque. Le premier élément, c'est la caractérisation des matériaux. Donc les argiles n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques physico-chimiques, et du coup ne bougent pas toutes de la même façon. Donc il faut connaître les caractéristiques des argiles et le positionnement. Deuxième influence, c'est la structure même de la construction individuelle qui est faite à l'endroit où il y a les argiles. Il y a des structures qui sont adaptées, d'autres qui ne le sont pas. Et à l'intérieur, il y a des dispositifs qui sont adaptés, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des fondations qui sont adaptées, d'autres qui ne le sont pas, y compris dans les années 80. Et puis, troisième aspect que vous avez cité, c'est effectivement tout ce qu'il y a autour de la construction. Oui, la végétation. Le problème de végétation, les phénomènes hydrogéologiques, les phénomènes d'eau de surface, et donc les enjeux de positionnement et de règles de positionnement par rapport à ça. Aujourd'hui, on sait que ça a un impact. Aujourd'hui, on ne sait pas mesurer précisément cet impact. Et donc, il y a un véritable enjeu pour avoir des dispositifs préventifs adaptés aux différentes situations en travaillant sur ces trois aspects et donc en se donnant les moyens
d'une approche scientifique sur ces 3 aspects. Et c'est là où on se tourne vers le CEREMA, non, Lamine? Où est-ce que vous en êtes, vous, de vos travaux de recherche pour avoir des solutions pérennes, durables, et qui évitent ces désordres, qui évitent à toutes ces maisons de se fissurer? Alors c'est vrai qu'au CEREMA, on travaille sur ce phénomène de retrait-gonflement depuis 2006, à la fois qui touche les maisons individuelles, mais aussi les routes. Il touche en général les structures légères, qui sont très peu fondées. C'est pour ça que ça touche énormément les maisons individuelles, mais aussi les routes départementales, ça touche aussi les pistes cyclables. Et donc, ce n'est pas tant le phénomène qui est nouveau, qui est documenté depuis une trentaine d'années en France et à l'international, c'est son évolution dans le contexte du changement climatique. Depuis 2015, on a des sécheresses de plus en plus intenses, de plus en plus fréquentes. On a aussi un dérèglement des saisonnalités. Là, on peut être amené à avoir une sécheresse plus longue qui s'amorce, on va dire, très tôt et qui se termine très tard. Et on a des cycles perturbés. Et donc, les sols sont, en fait, sont affectés par ces cycles déréglés et ils portent moins les structures de type maison individuelle, les routes, et ça induit la fissuration et les dommages. Et donc, depuis 2016, on travaille au CEREMA sur le développement de nouvelles solutions. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on parle du chiffre de plus de 10,4 millions de maisons. Dans un premier temps, pour moi, je fais quand même un rappel là-dessus, c'est que si on a recensé ces 10 millions, aujourd'hui, il reste encore l'action. L'action, c'est de faire un recensement pour identifier les maisons qui sont exposées, qui ne sont pas encore fissurées, les maisons qui sont fissurées mais qui sont encore rattrapables en termes de confortement et de stabilisation, et puis les maisons où la sinistralité est tellement aggravée que là ça touche la structure de la maison. Il faut faire ce travail-là pour justement adapter les solutions qu'on souhaite mettre en place pour réduire la vulnérabilité du bâti et éviter justement que ces maisons qui sont fissurées ou exposées arrivent à un cas extrême. Donc il y a déjà un gros travail à faire dans l'information, la sensibilisation, la mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité. Et ensuite, sur ce qui est existant aujourd'hui et qui est vulnérable, on travaille sur des solutions d'adaptation, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de réparation dans le phénomène et les conséquences du phénomène de retrait-gonflement. Depuis 2016, on travaille sur la réhumidification des sols en récupérant l'eau de pluie pour justement, pendant les périodes de sécheresse, on puisse réhydrater le sol, rééquilibrer son état hydrique pour qu'il subit moins le phénomène de retrait, puisque c'est le phénomène qui engendre la fissuration et les dommages sur les maisons. Et donc on travaille depuis 2016, on a déjà fait un premier travail entre 2016 et 2020, on a vu des résultats satisfaisants en termes de stabilisation des fissures et des dommages existants et l'absence d'apparition de nouvelles fissures. Et aujourd'hui, on est sur une deuxième phase de développement, à la fois sur simplifier le dispositif, le rendre encore plus simple, moins coûteux à mettre en place, et aussi donc on a vu l'efficacité, la durabilité. Et d'un autre côté, on travaille sur la reproductibilité. Si je le teste sur une autre maison, dans un autre département de France, est-ce que ça va fonctionner avec d'autres types de géologie? Ça, c'est un projet qu'on mène aujourd'hui en partenariat avec Covea, qui est un groupe d'assurance, pour justement vérifier cette reproductibilité. Et en plus, donc en parallèle à ça, on travaille sur le développement d'autres nouvelles solutions, parce que l'enjeu, c'est vraiment de développer de nouvelles solutions qui seraient donc accessibles à tous les sinistrés, que ce soit dans le cadre du régime de catastrophe naturelle ou en dehors, qui soient donc faciles à mettre en place et surtout pérennes. Pourquoi ? Parce que justement, l'un des effets du changement climatique, c'est que, on l'a vu, à horizon 2050, il y a France Assureur qui montre que le coût de la sécheresse va tripler, va arriver à 43 milliards d'euros. Oui, c'est des chiffres qui font assez peur. Voilà. Mais alors là, si je suis élu local aujourd'hui, j'ai affaire à des sinistrés dans ma commune qui sont malheureusement touchés par ces phénomènes de RGA sur leur habitation. Qu'est-ce que je fais ? Comment ça marche ? Est-ce que je vais faire appel au CEREMA pour tester des solutions qui sont encore à l'épreuve? Est-ce que je m'adresse au gouvernement et puis je vais chercher un financement qui semble compliqué? Voilà. Quelles sont les clés qui sont à ma portée? Alors justement, ça fait partie des recommandations du rapport de M. Ledoux. Il faut déjà commencer par informer et sensibiliser. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui méconnaissent encore le phénomène RGA et ses conséquences. On continue à acheter des maisons
parce que justement, on a envie d'investir, même si aujourd'hui l'information sur le retrait gonflement est obligatoire, mais s'il n'y a pas de prise de conscience et suffisamment d'informations et de sensibilisation, on peut continuer à acheter sans faire attention à ces aspects-là, mais être confronté plus tard. Donc il faut accompagner les collectivités pour informer et mieux sensibiliser, accompagner aussi pour mettre en place des dispositifs et des travaux, des petits travaux pour rendre la maison moins vulnérable, comme par exemple, on a parlé tout à l'heure, la gestion de l'eau autour de la maison, la gestion de la végétation autour de la maison, parce que c'est des facteurs aggravants. Le phénomène de retrait-gonflement, il va toujours exister, parce que justement les sols vont rester en place et ils sont de cette nature-là. Le climat va changer, donc il faut travailler sur les facteurs aggravants pour les réduire au maximum et en parallèle travailler sur développer encore la recherche pour développer de nouvelles solutions d'adaptation. Philippe Estingois, la prévention, allez-y. De rajouter une chose, c'est pour les maires, parce qu'il y a beaucoup de maires dans le panel ici ou pas? Non? Mais il n'y a pas de maires, non? Il y a des maires ME, RES, mais pas des maires MAI, RES. Bon. Mais en tout cas, ce que je voulais simplement dire, on n'est pas documenté là-dessus, mais pour autant, on sait que l'extension de la maison, l'ajout d'une véranda, d'un garage, etc., peut parfois emmener ou déstabiliser le bâti. Bon. Et donc ça, il faudrait qu'on documente aussi, parce que ça serait intéressant. Mais nous, moi j'ai été maire pendant 17 ans, j'ai donc instruit des permis d'extension, des permis de construire de maisons. Peut-être que j'ai fait des bêtises, vous voyez, sur des territoires en retrait gonflement des argiles. Donc, il faudra qu'on épaule, qu'on outille les maires dans l'instruction de ces permis de construire sur les extensions de maisons. Chez nous, dans le Nord, vous savez, on a le premier coach, le deuxième coach, ce qui fait qu'on n'a pratiquement plus de jardin, tellement il y a des extensions. Premier point. Deuxième point, c'est dans les documentations de planification et de stratégie territoriale. Nous, à la MEL, Métropole européenne de Lille, on va voter notre 3e PLU, plan local d'urbanisme, sans aucune mention au risque argileux. Vous voyez ? Et moi, tout petit, j'ai baigné, il y en a qui m'écoutent depuis ce matin, donc je répète un peu la même chose, je suis désolé, mais je porte la bonne parole. Il faut, je pense, acculturer aussi les élus à ce changement. Et donc, dans leurs outils de travail et de planification, donc de décision politique, il faut les aider à intégrer ce risque nouveau. Voilà. Et donc, tout ça, ça change beaucoup. Il y a aussi des injonctions contradictoires. Pendant tout l'été, il a fait très chaud, on nous a dit il faut planter, il faut faire des îlots de fraîcheur. Oui, d'accord, mais dans un territoire argileux, planter peut-être trop près de la maison, voilà, ça peut être en contre-indication. Il y a aussi des essences d'arbres. Je pense que c'est vous qui m'avez dit à un jour, enfin vous êtes tous ensemble à me le dire, on plante jamais un figuier à côté de la maison. Là, quelqu'un m'a dit, tout le monde sait ça au Maghreb. Voilà. Bon. Sauf que chez nous, comme un peu partout, les pépiniéristes nous vendent plein d'essences d'arbres. On a envie de mettre plein de choses dans son jardin quand on arrive, et puis on fait pire que mieux. Et donc, il faut qu'on apprenne aussi à savoir quel type de végétaux je peux planter, comment je peux les planter, quand ils sont trop grands, mettre des parts racines. Enfin, il y a plein de... Voilà. Mais il faut s'organiser. Au jour d'aujourd'hui, zéro prévention, je le répète, contrairement aux inondations. Et donc je pense qu'il faut qu'on arrive à pousser les assureurs, la caisse de réassurance et le gouvernement, on est bien parti, pour donner un coup de booster à ce RGA qui en a bien besoin. Oui, c'est ça, on a l'impression que pour l'instant, les assureurs ne se sont quand même pas vraiment emparés du sujet. Oui, mais si, ils étaient ce matin, ils étaient là, au maire de France. Il faut mettre tout le monde dedans. Enfin, moi, ma mission, elle a consisté à mettre tout le monde, depuis les sinistrés, les assureurs, les notaires, les géo-experts, les experts, enfin bref, les savants. Voilà, tout le monde a contribué et il faut garder le lien avec tout le monde parce qu'on aura besoin de tout le monde. Je rappelle quand même, parce qu'on fait toujours un peu la peau aux assureurs, mais on est le seul pays en Europe et dans le monde à avoir un régime CatNat. Ça n'existe, un régime catastrophe naturelle. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Donc, on a un système de solidarité et de mutualisation. On ne sait pas trop bien comment on va savoir le pérenniser, mais il faudra qu'on le pérennise. Et ça, c'est très précieux. Voilà. Alors après, qu'on les oriente vers de la prévention, je pense qu'il faut le faire, bien entendu. Et surtout s'appuyer sur les expertises. Moi, j'ai découvert le CEREMA. Alors, je confesse, j'étais maire pendant 17 ans, vice-président d'une grosse métropole. Je ne connaissais pas le CEREMA, mais j'ai découvert le CEREMA. Et j'ai trouvé que c'était un bel outil, et d'autres agences de qualité, bien entendu, qui peuvent accompagner les maires, les élus, non seulement dans la prise de décision, mais aussi simplement pour adapter leur outil et conseiller leurs citoyens. Et puis enfin, et je terminerai par là, vous avez aussi un très beau projet, parce qu'il y a des maires qui commencent à bricoler leurs propres outils d'analyse, parce qu'ils estiment que le modèle Météo France, ça ne leur convient pas.
Et donc, ils mettent en place des stations météo du sol pour calculer la variation de l'eau dans le sol superficiel. Tout ça était très intéressant. Mais la préconisation est de se dire, mettons, et vous allez le faire, hein, vous allez lancer le programme, mais mettons dans un protocole scientifique avec Météo France, les maires de France qui veulent porter ce projet, un, pour mieux connaître le phénomène, important, et deux, peut-être demain, si on arrive à trouver une norme qui ne soit pas en valeur absolue, mais une moyenne, parce que c'est compliqué, on n'a pas de recul. Sur l'eau, l'inondation, on a quand même un recul historique. Sur la sécheresse, pas. Donc on navigue un peu à vue, mais il faut bien qu'on ait des outils de navigation. Et donc, si demain, les maires veulent aller en recours devant l'État, parce que c'est la démocratie, c'est comme ça, aujourd'hui, ils vont perdre, parce qu'il y a deux critères. Il y a le BRGM, argile ou pas argile, ou Météo France. Bon, en général, on perd. Bon. Et ben demain, grâce peut-être à ces stations météo du sol, avec une mesure normée, on pourra peut-être aller porter la controverse et faire reprendre notre dossier auprès de la commission interministérielle. Donc voilà, il faut s'outiller, et surtout rester en contact très fort avec la communauté scientifique qui doit encore produire, vous le faites avec les maisons MAC notamment, donc voilà, il y a des solutions intéressantes, innovantes, qu'on doit mettre en avant et promouvoir. Après, il y a aussi une question de financement. Comment les communautés, les collectivités réussissent à s'outiller et à oui, alors, prévenir on ces peut phénomènes. aussi mobiliser l'épargne privée. Chacun a un peu d'argent sur son épargne. Moi, je ne verrais pas ça d'un mauvais œil pour conforter votre maison, pour la faire rentrer dans l'adaptation au changement climatique, mettre un peu d'argent là-dessus, ça ne me semble pas complètement dément. De même que lorsque vous réparez votre maison, ce serait complètement imbécile de ne pas la mettre non plus aux normes des performances énergétiques, enfin de ne pas lui donner un bonus écologique, une valeur ajoutée. Ça n'a pas de sens. Parce que vous allez vendre un bien déjà qui va être abîmé, qui va être grevé par un événement pas très agréable qui s'est passé. Donc vous allez vendre ça combien ? Moi je pense qu'il faut sécuriser les gens qui déjà vivent des dommages dans leur maison. Si en plus ils ne peuvent plus vendre leurs biens, c'est quand même dramatique. Le mot de la fin sera pour vous, Philippe. Ce serait quoi le scénario idéal pour enfin prendre en charge ces risques liés au phénomène de RGA ? Je vous piège là. Oui, mais c'est que tout le monde prenne ses responsabilités. Donc à la fois les citoyens, les élus locaux, et puis les assureurs et l'État. Et donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dès lors qu'on a identifié donc, le problème, donc, avant qu'il ne se pose, donc donner les moyens et faire que donc, les citoyens prennent les mesures adéquates pour qu'il n'y ait pas effectivement de désordre lié au phénomène. Et donc les mesures adéquates, on est en train de travailler dessus. Donc on espère pouvoir avoir effectivement des données scientifiques donc partageables, hein, parce que pour l'instant, donc ce qu'on a évoqué comme prévention de base, on n'est pas outillé aujourd'hui pour donner de la quantification précise par rapport à ça. Donc il faut donc, se donner des moyens scientifiques, il faut se donner donc un processus décisionnel, donc qui là on pourra appliquer donc de façon beaucoup plus générale. Donc ça au niveau du citoyen. Au niveau des élus locaux, il faut effectivement les aider à gérer la contradiction de ce qu'on leur balance. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je le dis moins gentiment, donc on leur dit de faire de la protection solaire pour éviter la surchauffe d'été, ce qui est une bonne chose que de dire ça, sauf qu'on ne peut pas le faire n'importe comment avec de la végétation, parce que y a des choses qui sont incompatibles. De la même façon, donc dire où on doit positionner un certain nombre de réseaux, ça dépend de la réalité du fonctionnement hydrogéologique des sols, donc il a besoin d'être connu, donc de façon à ce qu'on réfléchisse bien au problème. Donc là, donc il faut qu'au niveau de la commune, on ait dans la planification urbaine, donc ce genre de choses, et par rapport à l'existant, donc il me semble qu'il peut y avoir une approche collective sur des communes pour pouvoir donner un certain nombre d'éléments donc, sur les caractéristiques physiques des sols à l'intérieur de la commune qui puissent faire référence pour les citoyens. Au niveau des assurances, le sujet, c'est globalement, donc, et nous on le connaît tout particulièrement dans le domaine de la construction, c'est développer donc, des discours de prévoyance et des moyens donc, de prévention de façon à ce que effectivement, donc, elles n'aient pas à payer les sommes considérables donc, qui sont imaginées à 2050.
Et puis au niveau de l'État, donc là je vais me faire pendre, donc que l'État ait des positions cohérentes, donc, et qu'il n'y ait pas des messages intempestifs, donc, qui ne sont pas reliés les uns entre les autres, avec des mesures totalement contradictoires, totalement obligatoires, ce qui pose vraiment des difficultés. Et je pense qu'en ce moment, il y en a quelques messages contradictoires qui devraient être traités. Peut-être Voilà. que dans ce cas-là, il devrait un petit peu plus se tourner vers les experts. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui, j'arrive. Tac. Bonjour, je suis Marielle Regros du BRGM. Donc je voulais juste signaler, vous nous avez cité, parce qu'on est responsable de la cartographie du retrait et gonflement des argiles. Et donc je voulais signaler qu'il y a un site pour voir si notre commune, notre maison est impactée par cet aléa, qui s'appelle Géorisque. Et donc on va faire une petite conférence juste après. Donc si vous voulez parler de risques autres que l'aléa retrait et gonflement des argiles, c'est juste après. En tout cas, vous avez une cartographie qui est disponible sur ce site-là. Parfait, vous le faites pour moi, c'est très bien. Et petit mot en complément du BRGM, il y a un projet qui est mené en partenariat avec le CEREMA pour essayer d'améliorer encore la connaissance et l'aspect prévention dont parlait Philippe, c'est-à-dire qu'à partir des mesures climatiques que l'on fait aujourd'hui, à partir de la connaissance de l'état initial du terrain, prévoir si l'évolution du temps va conduire à amplifier encore l'aléa RGA à la parcelle, ce qui est important. Et donc là, l'État peut prendre ses responsabilités en favorisant effectivement la capacité à financer de la recherche et du développement. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Je vous invite à aller lire le rapport du député Vincent Ledoux si jamais vous voulez savoir l'état actuel de ces phénomènes de RGA. Et bien évidemment, le site du CEREMA avec tous les travaux qui sont en cours, et notamment certains en partenariat avec l'AQC. Merci. Et donc restez pour un point sur les géorisques et les RGA. Merci.